En réalité, quand on parle du Pacifique, on devrait parler des Pacifiques, parce que derrière cette terminologie, en réalité, on met plusieurs sens. Il y a le Pacifique Nord, et au travers de là, les relations que l'Asie du Nord-Est, avec l'Amérique du Nord, et singulièrement les États-Unis. En réalité, quand on parle de ce Pacifique, ce sont les relations sino-américaines, les relations sino-japonaises dont on parle. Il y a aussi les relations qui sont propres à l'espace océanien. Les États insulaires, les États et territoires insulaires qui se trouvent dans l'interstice entre les deux tropiques. Ce sont des micro-États pour la plupart. Ils ont aussi d'autres intérêts. Ils sont éloignés des centres de communication. Et donc leurs enjeux sont beaucoup plus liés aux politiques de développement et à leur insertion, je dirais, sur la scène régionale et sur la scène internationale. Enfin, parfois, quand on évoque le Pacifique, on a en tête la situation de la mer de Chine méridionale. Et évidemment, les contentieux territoriaux entre les pays d'Asie du Sud-Est, la Chine, Taïwan et certains pays d'Asie du Sud-Est. Donc en réalité, quand on parle du Pacifique, on devrait utiliser une terminologie au pluriel pour bien spécifier de quoi on parle. Bien, si on parle d'abord des espaces habités et les États insulaires, c'est à proprement parler 0,1% de la population mondiale, 6,7% des voix aux Nations Unies et 40% de l'espace maritime international. Donc on voit bien que les enjeux sont liés à l'éclatement des territoires, à l'interconnexion et évidemment à la protection de l'environnement marin. Ce sont souvent des petits, voire même des micro-États. Leur réseau diplomatique est par construction limité. Certaines administrations se comptent en quelques dizaines maximum de personnes et donc avec 4, 5 ambassades à travers le monde. Mais au-delà de ce réseau, je crois que la force des États océaniens, c'est d'abord d'avoir constitué des alliances régionales, soit sur des bases sous-régionales, le groupe des dirigeants polynésiens, le groupe de fer de lance mélanésien, le groupe des chefs d'État micronésiens. C'est aussi d'avoir constitué des alliances plus larges, d'abord à l'échelle du bassin Pacifique, de l'agréger à des dialogues avec des pays tiers. Le sommet France-Océanie qui s'est tenu en novembre dernier à Paris, des sommets de même nature avec les Japonais, avec les Coréens, avec les Indiens, avec les Thaïlandais, avec d'autres États encore. Et puis de s'insérer dans des groupes plus larges. Le groupe des États, des petits États insulaires, le groupe des petits États insulaires en développement, le groupe des États atolls, le groupe des mouvements non alignés, le G77. Progressivement, ces dispositifs diplomatiques se sont élargis et, au fond, entrent en résonance avec l'ensemble de la communauté internationale. Il y a de nombreux acteurs. D'abord, il y a les acteurs historiques, ceux qui ont constitué les institutions régionales. Ce sont les États-Unis, ce sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et dans une certaine mesure également la France et la Grande-Bretagne. Leur rôle a été déterminant depuis, au fond, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été les pourvoyeurs d'aide, ils ont facilité l'intégration sur la scène internationale de ces États qui sont de jeunes États, qui sont des États indépendants, en moyenne seulement depuis un quart de siècle. Il y a évidemment des États qui aujourd'hui s'intéressent à la région, comme je le rappelais à l'instant. Les États et territoires souverains du Pacifique central, c'est 7% ou près de 7% des voix aux Nations Unies. Et donc, chaque voix compte à l'ONU. Et donc, on voit de nouveaux acteurs se placer. C'est le cas des pays d'Asie du Nord-Est, le Japon, la Chine, la Corée, Taïwan, qui entretient des relations diplomatiques plus resserrées là qu'ailleurs, mais aussi des acteurs plus lointains, comme l'Inde, Cuba, la Turquie, voire même certaines monarchies du Golfe. Donc on est aujourd'hui dans un moment où les États insulaires doivent démultiplier leur réseau diplomatique, s'insérer dans de nouvelles alliances et au fond participer activement à l'ordonnancement de la scène internationale.
Il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, c'est l'insertion au sens physique de ces territoires. Développer des liaisons maritimes, développer des liaisons aériennes, développer des liaisons numériques. Ce sont des instruments absolument indispensables pour garantir une croissance durable de ces pays. Deuxième élément, il faut répondre à des défis déjà anciens, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, et faire face à de nouvelles difficultés. Je pense par exemple au développement des maladies liées au diabète. Enfin, il y a la nécessité de protéger l'environnement. Là, peut-être plus qu'ailleurs, nous sommes face à des États qui jouent leur survie. L'augmentation du niveau de la mer, ne serait-ce que de 1 ou 2 mètres pour des pays dont l'altitude moyenne est à 3 mètres, évidemment, c'est un enjeu absolument vital. C'est la raison pour laquelle le sommet qui vient de se dérouler à Paris était aussi important et qui justifie que les États et territoires insulaires soient aussi vocaux, expressifs dans leurs exigences de solidarité, mais aussi d'efforts de la communauté internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique.